9h20, on sait que la semaine dernière, Dieudonné devait présenter son spectacle ici à Montréal. Quand il est arrivé de Paris, il a été interrogé par les agents des services frontaliers, puis retourné en France. Il promettait de revenir. On a appris le lendemain que le spectacle serait virtuel. Finalement, le spectacle a été annulé. On apprenait en fin de semaine qu'il pourrait présenter son spectacle dès ce soir, que les billets seraient vendus et que l'endroit où le spectacle sera présenté sera connu que quelques heures avant la présentation. Nous lui parlons ce matin en direct de Paris. Dieudonné, bonjour. Bonjour. D'abord, racontez-nous ce qui s'est passé ici quand vous êtes arrivé. Qu'est-ce qu'on vous a posé comme question? Quelle a été la relation avec les agents des services frontaliers? Oh, ça a été étonnant. Je suis arrivé, ils m'attendaient, disons que 2 agents de l'immigration m'attendaient à la sortie de l'avion, quoi. Et puis ensuite, j'ai été dirigé vers le service de l'immigration à proprement dit. Et là, j'avais deux agents qui m'ont expliqué que, ils voulaient me parler. Alors, je leur ai dit que je m'y attendais un peu. Parce que j'avais vu il y a pas mal de pression qui avait été mise sur ce service-là de l'immigration. Et puis, j'ai compris très rapidement qu'il n'y avait pas vraiment de raison particulière. Je leur ai donné parce que j'avais contacté un avocat québécois qui m'avait dit « Venez avec votre casier judiciaire criminel », qui est parfaitement vierge. J'ai eu quelques condamnations, mais c'était des amendes en France. Et en France, cela n'est pas inscrit sur le casier judiciaire criminel. Et donc, je leur ai montré, puis j'ai compris très vite que les ordres venaient de plus haut qu'eux et qu'il fallait m'en retourner. Voilà. Quand vous avez publié sur Facebook le message suivant, je repars, là je résume, je repars pour Paris, je reviendrai demain. Qu'est-ce que vous vouliez dire? De toute façon, et d'ailleurs la procédure est en cours, donc on va voir, parce que cette exclusion, me paraît assez illégale. Donc les avocats étaient sur le coup, il était possible que je revienne physiquement. Et puis s'est imposé à moi une idée dans l'épreuve encore plus originale, c'est de revenir dans cet espace magique qui est celui de l'Internet, et pour se jouer un petit peu de ces interdictions qui apparaissent comme vraiment virtuelles aujourd'hui dans le monde dans lequel nous sommes. Être interdit de venir rire avec le peuple québécois, c'est complètement hallucinant. Et je pense que grâce à Internet, aujourd'hui, on a un espace, on a un monde nouveau qui s'ouvre à nous, un monde où la censure n'existe pas encore. Et c'est un monde qui m'a permis, moi, de continuer à faire mon travail depuis une dizaine d'années maintenant. Et c'est un monde qui est une révolution permanente. Donc là, j'étais, par la force des choses, puisque j'étais interdit physiquement de jouer ce spectacle à Montréal, il était intéressant, je pense, d'avancer encore dans cette aventure de l'Internet et puis de proposer une communion des pensées par le rire sur Internet. Vous dites, je n'ai pas de casier, mon casier judiciaire est pratiquement vierge. Il n'en demeure. Oui, mais c'est pour ça que je suis venu avec, et dans l'esprit des avocats, il n'y avait pas de souci, c'est que mon casier judiciaire criminel, oui, criminel, est parfaitement vierge. Mais vous avez quand même eu plusieurs condamnations avec des peines avec sursis, avec des montants d'amende à payer. On parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros là, si on fait le total de tout ça. Ma question est relativement simple. Compte tenu que vous connaissez l'état du droit en France, est-ce que c'est volontairement que vous provoquez les autorités en sachant que vous serez accusé et peut-être condamné? Non, vous savez, j'ai plutôt gagné mes procès en France. J'en ai perdu quelques-uns. Mais à chaque fois, c'était sur des interprétations extrêmement étonnantes. Par exemple, la chanson Chaud Ananas, je suis condamné sur cette chanson parce qu'on imagine que il y a là de l'incitation à la haine. C'est compliqué, c'est difficile. Ce sont des vrais débats qui se mettent à chaque fois. Et moi, personnellement, je n'ai jamais voulu blesser qui que ce soit. Et quand je l'ai fait, je m'en suis toujours excusé immédiatement, mais en expliquant que c'était mon travail d'artiste, que de faire rire avec des sujets plus ou moins difficiles. Bon, voilà, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je pense que je me suis heurté à des sujets compliqués, difficiles, qui sont peut-être, on n'en parle peut-être pas, des sujets interdits,
Bon, je l'ai constaté. Et en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est le rire. Moi, là, je ris en paix depuis près d'un an. Le spectacle ne parle que de paix. Et ça se passe très bien en France. Mais j'aimerais revenir sur un exemple, et même des gens qui vous ont soutenu pendant, appelons ça, les différentes tourmentes. Quand vous avez dit « Je suis Charlie Coulibaly » en faisant référence au tueur de l'Hyper-Cacher, donc victime juive qui avait été assassinée dans la foulée des attentats de Charlie Hebdo, vous voulez dire quoi quand on écrit « Je suis Charlie Coulibaly » ? Écoutez, ça me paraît tellement évident. En plus de ça, vous dites que ce Coulibaly, ce terroriste, a tué dans l'Hyper-Cacher des juifs, mais sa première victime est une femme noire. Il l'a abattue dans la rue. Mais vous comprenez que le symbole est important, là. C'est pas choisi au hasard, ça, l'Hyper-Cacher. Non, mais c'est surtout que c'est un noir qui tue un autre noir sur le sol français. Et moi, quand j'ai dit je me sens Charlie Coulibaly, je me sens un humoriste, Charlie, traité comme un terroriste, Coulibaly. Vous vous sentez traité comme Coulibaly? Et quand j'arrive à la douane, expliquez-moi, quand j'arrive à la douane et que je suis expulsé, qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est écrit avant cette expulsion. Comme un Coulibaly, là? Non, mais attendez. Est-ce qu'à votre avis, je ne suis pas légitimement fondé à dire que je suis traité comme un terroriste dans mon pays? Mais vous avez... Je ne peux pas rire. Mais il y a rien, vous trouvez, il y a rien de drôle en citant un tueur, en mettant cette image-là de Coulibaly? Mais là, vous citez Coulibaly, mais vous ne citez pas Charlie. Ben, Charlie Coulibaly, vous parlez de il y a eu ce mouvement Je suis Charlie. Vous arrivez et vous le savez très bien, vous êtes intelligent, vous ajoutez le nom de Coulibaly. Non, je me sens, et d'ailleurs je ne suis pas, à ce moment-là, j'ai dit je me sens, parce que je me sens Charlie, c'est-à-dire je me sens un humoriste. J'ai écrit des textes avec notamment des gens qui étaient chez Charlie Hebdo ce jour-là. Eh bien, je me suis senti Charlie, évidemment, parce que c'était des collègues avec qui j'ai travaillé. Et puis je me sens Coulibaly parce que exclu, traité comme un terroriste, un humoriste banni, un terroriste du rire, oui. Mais en quoi vous êtes traité comme un terroriste en France? Eh bien, en France, je suis le premier à avoir été condamné pour un spectacle. Je suis le premier humoriste français à être interdit à la douane québécoise. Oui, mais ça, vous avez tenu ces propos avant d'être interdit à la douane québécoise. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même étonnant. D'ailleurs, je suis content d'avoir reçu le soutien d'un certain nombre d'humoristes québécois, tant mieux. Je pense pas que nous, les humoristes, on est une sorte de baromètre, un peu. C'est pas en cassant le baromètre qu'on enlève la température. Il y a effectivement, on vit dans un monde qui change, un monde qui évolue, qui bouge. Et nous, on est là, on est une soupape. Et moi, je pense que cette affaire, je me sens Charlie Coulibaly, est tellement claire. Parce que moi, j'ai envie de vous retourner la question. En quoi il s'agit d'apologie de terrorisme? Dites-moi. Moi, je pose des questions. Si vous l'invitez, c'est vous qui répondez. Non, mais... Monsieur l'inspecteur. Non, mais c'est pas l'inspecteur, c'est une entrevue. On n'est pas en débat, on discute. Je vous pose des questions. Vous me dites Coulibaly, je me sens comme lui, je me sens comme un terroriste dans mon pays. Alors, parfait, c'est votre explication. Là, vous voyez, ce que vous dites, c'est très grave. Vous dites, je me sens comme Coulibaly. Je me suis jamais senti comme Coulibaly. Je me suis senti comme Charlie Coulibaly. Mais traité comme un Coulibaly. Alors, on peut faire de la sémantique, mais quand même, le point le plus important, et c'est ça aussi qui m'intéresse, je regardais votre parcours, à la fois comme humoriste et comme homme engagé politiquement. À quel moment, quel était le facteur déclencheur, disons, du virement que vous avez pris? Et là, vous me direz que c'est pas juste, mais si je résume bêtement, là, on a l'impression qu'on a eu un Dieudonné politiquement impliqué, très à gauche, contre le Front national, qui, à un moment donné, a viré complètement. Est-ce que c'est faux ou vrai? Non, je pense qu'il y a eu un sketch qui a été fait sur la politique menée en Israël, et c'est à partir de là où j'ai vu qu'il y avait un interdit. C'est-à-dire que c'est le sujet interdit, c'est de traiter quelque part, vous faites de la politique intérieure et extérieure d'Israël, vous faites traiter d'antisémite immédiatement. C'est comme ça que ça a commencé. Alors, ça a commencé en constatant l'incapacité de parler de la politique israélienne? C'est simplement de la critiquer ou de la remettre en dérision.
C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais eu d'analyse particulièrement géopolitique. Elles étaient plus humoristiques. Ben, on ne pouvait pas rire de cela. Alors, c'est-à-dire que vous vous êtes dit, je vais aller tester quoi? Les limites, quand vous faites monter sur scène le professeur Forisson, qui est un révisionniste, un antisémite assez connu, là, vous savez très bien que vous allez provoquer, c'est ce que vous voulez. Ben, je l'invite pour lui remettre le prix de l'infréquentabilité. Et c'est ce que je fais. Et je lui donne pas la parole. D'ailleurs, il ne la prend pas. Je lui dis, voilà, je voulais vous remettre le prix parce que je me suis renseigné, vous êtes la personne la plus infréquentable de ce système. Et ben voilà, c'était... et j'ai rencontré une personne qui a accepté ce prix, tant mieux. Mais à aucun moment, je n'ai pu étudier ces thèses sérieusement. Je ne l'ai jamais fait, je ne les ai jamais commentées. Êtes-vous antisémite? Pas du tout. Non, vous aimez les Juifs? Est-ce que vous aimez les Juifs? J'ai travaillé avec un Juif pendant très longtemps. Élie, et ça s'est très bien passé. Il faudra lui demander. Lui prétend que je ne le suis pas. Bon, même si des fois il m'a énervé. Alors est-ce que le fait d'avoir été énervé contre Élie fait de moi un antisémite? Après... vous me corrigerez si c'est faux. Le propriétaire de la salle où vous deviez venir à Montréal prétend qu'il a lu le texte de votre spectacle, qu'il n'y avait rien à redire. D'abord, est-ce que c'est vrai que vous avez fourni le matériel que vous alliez dire ce soir-là à Montréal? C'est-à-dire que le spectacle arrive à sa fin. C'est un spectacle en paix. Je ris sur le thème de la paix. Et c'était pour moi un challenge parce que c'est un sujet qui n'est pas forcément drôle. Mais j'y suis parvenu en France, en Suisse, un peu partout. Et puis donc le spectacle était enregistré, donc il était facile d'envoyer un exemplaire au responsable de la salle pour lui garantir que, contrairement à ce que certains avancent, eh bien, ce spectacle n'avait absolument rien de haineux ou quoi que ce soit. Il n'y a eu aucune accusation nulle part? Non, c'est-à-dire que ce spectacle a été donné, je le donne encore en France, et ne soulève absolument aucune contestation. Est-ce qu'on doit conclure que vous vous êtes assagi? Moi, il n'y a pas de sujet de prédilection. J'ai traité différents sujets, oui. En tout cas, j'ai trouvé dans la paix une inspiration importante. Et je suis très satisfait de ce spectacle-là. Et d'autant que le faire maintenant de manière complètement libre, grâce à l'outil de l'Internet, ce qui va se passer ce soir, ça va être vraiment l'aboutissement de toute une carrière pour moi, l'aboutissement artistique en tout cas. Dieudonné, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Avec plaisir. Au revoir. Dieudonné, qui nous parle en direct de Paris. Et on fait le tour. Pour vous dire donc que l'endroit, en tout cas, sauf erreur, n'est pas connu. Et j'imagine pourquoi. Là, on ne veut pas voir une répétition des événements de la semaine dernière. C'est-à-dire annoncer une salle et que la salle décide d'annuler le spectacle. Alors, ce sera présenté de façon virtuelle. 9h33, on fait une pause et au retour, le sénateur André Pratt sera avec nous.